Bienvenue sur ce campus de Lyon de l'ESCA. Merci de votre présence. Donc moi, je suis ravi de vous accueillir en tant que directeur de ce campus. Je suis vraiment ravi d'accueillir pour cette rencontre de la place l'association. Pour nous, c'est un temps qui est extrêmement important, vraiment dans l'histoire du campus et sans galvaudage aucun. Sachez que le campus de Lyon de l'ESCA, il est encore très récent, puisque c'est une création en 2016. Alors l'ESCA, c'est une vieille dame qui date de 1909, mais le campus de Lyon, c'est 2016. Donc ça fait tout juste 6 ans que nous sommes là. C'est un site qui connaît une expansion très forte. Sans vous abreuver de chiffres, nous avions 62 étudiants en septembre 2016. Sur cette année académique qui se termine, ici, ils sont 1000. En septembre prochain, ils seront 1200. Donc une grosse dynamique de développement, d'où l'arrivée sur ce campus. C'est important d'avoir un bâtiment qui nous permet vraiment de déployer notre activité de manière intéressante et en interaction avec l'écosystème. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, quand on crée en 2016 ce campus, l'ESCA déploie une stratégie de proximité. On a beau être une école, on a beau être sous statut associatif, on déploie une stratégie qui est vraiment de développement et en proximité. En proximité avec son marché amont, le marché des candidats, des étudiants. Et si on vient à Lyon, c'est pour capter davantage d'étudiants, c'est clair. Et puis, c'est pour également être en interaction et en proximité avec son marché aval, qui est le marché des entreprises, avec vous. Et c'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a souhaité rejoindre Lyon Place Financière pour justement venir s'insérer dans cet écosystème, participer de manière dynamique avec notre propre valeur ajoutée d'école de management et d'essayer de contribuer tant que faire se peut au développement de la place. Voilà ce que je peux vous dire sur ce campus. Alors, les étudiants, ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui. Je vous parlais de 1000 sur le campus au niveau global. On a quand même des étudiants qui sont là, avec des étudiants, vous pouvez les voir en polo rouge parce qu'ils sont en train d'accueillir les candidats. On a des oraux également qui sont en train de se dérouler. Vous pouvez en voir avec des polos bleu marine. C'est la junior conseil. Ça aussi, c'est intéressant, et c'est intéressant qu'ils soient présents aujourd'hui même en tant que partie prenante, parce que l'ESCA Junior Conseil se développe maintenant à Lyon, pareil, vient proposer des services pour l'écosystème. Donc, c'est des choses très intéressantes. Et puis, on a des étudiants qui sont venus à titre plus personnel. Sachez qu'en fait, ils sont tous en stage, globalement. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très présents. Je remercie également mes collègues qui sont là. Donc, on est le campus de Lyon, c'est une 40aine de personnes. Sachez qu'une des spécificités, c'est que dans ces 40 personnes, il y a les enseignants-chercheurs, c'est le lot d'une école comme la nôtre, mais dans la vingtaine d'enseignants-chercheurs, il y a 10 nationalités. Ça, c'est aussi une marque forte de notre site. 10 nationalités, dont 60% sont exclusivement English speakers. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne vais pas être plus long. Je vais tout de suite passer la parole, je vais repasser la parole à Frédéric. Je remercie Frédéric, Roland, les équipes de Lyon Place Financière aussi de nous avoir permis de vous accueillir aujourd'hui. Je suis ravi également de la présence de Benjamin Louvet. Je suis convaincu que ça va être une conférence des plus passionnantes et je passe tout de suite la parole à Frédéric. Merci. Merci. Alors effectivement, merci de nous accueillir. Un des objets de Lyon Place Financière, c'est de faire travailler la communauté financière et de faire travailler la communauté financière au sens large, c'est-à-dire avec l'enseignement supérieur. Et là, on est une belle démonstration de ce qu'on peut faire avec l'enseignement supérieur de façon extrêmement concrète. Alors, bienvenue pour cette rencontre de la place qui est exclusivement réservée aux adhérents, qui se déroule tous les mois et qui a pour objet de mettre en avant un de nos adhérents et aussi de travailler sur un thème et un thème d'actualité. Donc aujourd'hui, on a un sujet très prégnant. Simplement pour vous dire que la prochaine, je vous parle déjà de la prochaine, rencontre de la place parlera de l'attractivité de la métropole, sujet économique et politique extrêmement fort qui se déroulera chez EY. Benjamin, un grand merci d'être venu. On vous voit un peu partout et souvent sur les médias. Votre parole est très écoutée sur un sujet extrêmement d'actualité. Donc, on est très heureux de vous accueillir et de vous écouter. Merci. Merci beaucoup à vous. Bonjour à tous. Alors, très écouté, je ne sais pas. On va essayer en tout cas de vous faire partager un petit peu le domaine qui est le mien. Donc, je vais me présenter juste rapidement. Moi, je suis Benjamin Louvet. J'ai 50 ans. J'ai commencé ma carrière en 1995
chez BNP Paribas, après une formation universitaire. Bon, j'avais présenté l'ESCA, mais je ne l'ai pas eu. Bon, personne n'est parfait. Ça ne m'a pas empêché de m'en sortir quand même. Donc, vous avez un beau parcours qui vous attend. Et j'ai fait donc du brokerage pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de passer côté gestion chez BNP d'abord en faisant de la gestion technique systématique. C'est une bête un peu particulière, c'est ce qu'on appelle les hedge funds traditionnellement. Et j'ai commencé à découvrir le monde des matières premières à ce moment-là parce que les hedge funds ont cette particularité d'intervenir sur toutes les classes d'actifs, actions, obligations, devises et matières premières. Et puis, j'en ai profité de l'expérience que j'ai tirée de ce passage chez BNP pour rencontrer d'abord des personnes, parce qu'une aventure entrepreneuriale, c'est d'abord des personnes, ce sont d'abord des personnes. Et j'ai rencontré 2 personnes avec qui j'ai monté ma société de gestion en 2002, qui très rapidement s'est focalisée sur une expertise sur les matières premières qu'on a développée à partir de 2005. Et en 2005, on a lancé les premiers produits d'indexation au prix des matières premières. À l'époque, vous connaissez peut-être aujourd'hui des produits qu'on appelle les ETF ou les ETC sur l'or, sur le pétrole, sur plein d'autres choses. Donc, c'est très facile d'accès aujourd'hui. À l'époque, ça n'existait pas. Voilà. Donc, nous, on a lancé un produit sur l'or, d'indexation sur l'or en 2005. Et c'était le premier produit de ce type-là, en tout cas en France, et ça commençait tout juste à l'étranger. Et puis, j'ai rejoint en 2008, d'abord par le biais d'une prise de participation, le groupe OFI Asset Management, alors qu'il y a un groupe qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais qui se trouve être une société de gestion, qui est la société de gestion de la Massif et de la Matmut. Si je vous dis ça, ça parle un petit peu plus, qui gère aujourd'hui à peu près 70 milliards d'encours et qui est en... Alors, on peut en parler parce qu'il y a quelques articles qui l'ont confirmé, qui est en passe de se rapprocher d'un autre gérant d'actifs important qui s'appelle Aviva Investor France, qui a été racheté il y a quelques mois par la Massif. Et la Massif souhaite consolider l'ensemble de ses activités de gestion d'actifs, ce qui devrait mener à la création d'un groupe d'à peu près 200 milliards d'euros et faire le 5e gérant d'actifs en France, ce qui est plutôt un beau challenge pour nous. Alors moi, au sein de tout ça, je m'occupe de la gestion d'actifs sur les matières premières. C'est un domaine qui, pendant des années, n'a intéressé personne. Faut être très clair, en particulier parce que les matières premières ont connu un parcours un peu particulier, parce que les marchés de matières premières sont des marchés qu'on appelle de boom and bust. C'est-à-dire que les matières premières, c'est essentiel pour tout ce qu'on fait. Hein. Vous êtes assis sur des sièges, il faut des matières premières. Vous travaillez avec des ordinateurs, il faut des matières premières. Et on l'oublie souvent, mais même quand on dématérialise une économie, il faut des matières premières pour la faire tourner. Et donc, en fonction des accélérations économiques, on a des besoins sur ces matières premières qui peuvent évoluer très vite. Et généralement, les processus de production mettent du temps à s'adapter. Et donc, pendant cette période d'adaptation, où on a une forte poussée de la demande et où on n'a pas forcément encore adapté la production, on peut avoir des prix qui s'envolent. Et puis, au moment où l'économie ralentit, les nouveaux process de production sont en place et donc on a augmenté considérablement la capacité de production. Et donc, dans un premier temps, généralement, le cours des matières premières s'effondre. Donc, on a vraiment des cycles comme ça très violents. Le dernier cycle qui avait fait que les matières premières étaient assez centrales date des années 2000. En fait, de 2000 à 2008, il s'est passé un phénomène un peu particulier, c'est qu'on a eu un petit pays qui a émergé, qui s'appelle la Chine, et qui a complètement bouleversé ce marché. La Chine est devenue aujourd'hui le premier consommateur mondial de pétrole, et la Chine a complètement fait émerger une classe moyenne dans ces années-là, ce qui a complètement bouleversé le marché des matières premières. Je vais prendre l'exemple du marché des métaux. En 2000, la Chine consomme à peu près 10% de tous les métaux de la planète. 10% du cuivre, 10% de l'aluminium, 10% de l'acier. À la fin des années 2000, au début des années 2010, la Chine représente entre 40 et 50% de la consommation de tous les métaux de la planète. Et aujourd'hui, elle se situe toujours entre 40 et 50%. Vous ajoutez à ça l'Asie du Sud-Est et la zone représente 70% de la consommation de métaux de la planète. Donc, ça a été vraiment un premier bouleversement. Et puis derrière, la Chine a commencé à avoir une croissance qui s'est normalisée. Et évidemment, il s'est passé ce que je vous expliquais, c'est que les prix des matières premières ont fortement corrigé. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que du coup, c'est un sujet qui intéresse beaucoup moins les gens. Et donc, on a vu beaucoup d'activités de gestion sortir de ce secteur d'activité. À ça, c'est ajouté un phénomène réglementaire très important, c'est qu'on a réalisé de façon de plus en plus prégnante qu'il fallait absolument réaliser une transition énergétique. Je vais y revenir, ça va être l'essentiel de mon propos aujourd'hui. Et donc, on a revu beaucoup la façon dont on investissait
l'argent des investisseurs dans le cadre des sociétés de gestion. Et ça a beaucoup fait de mal au secteur des matières premières parce que les matières premières sont considérées comme un secteur sale. Le pétrole pollue, les métaux, extraire les métaux, ça pollue. Il y a des problèmes aussi sociaux, des problèmes de gouvernance dans ce secteur avec beaucoup de corruption dans un certain nombre de pays. Et donc, ça a été assez délaissé par les investisseurs qui se sont concentrés sur les investissements propres. Il y a eu un manque d'investissement. Et donc, en fait, je vais partir de là parce qu'on a parlé de l'impact des crises actuelles sur les matières premières, mais il faut même remonter avant le problème des crises actuelles à ce qui s'est passé juste avant le Covid. Et tous ces phénomènes de tentatives de transition énergétique, alors je dis tentative, ce n'est pas de la provocation, hein, mais il y a une autorité en France qui a été créée, qui s'appelle l'autorité environnementale, qui est censée juger la qualité des politiques publiques menées dans le cadre de la transition énergétique. Cette autorité a rendu son rapport la semaine dernière, et la conclusion du rapport, c'est que la transition énergétique en France n'a pas commencé. Ça fait un peu peur, mais c'est ça. Malgré tout, on a essayé de beaucoup bouleverser, je le disais, la façon dont la place financière fonctionnait et dont l'investissement fonctionnait en essayant de flécher les investissements vers des technologies bas carbone visant à permettre de réaliser la transition énergétique. En faisant ça, on a rendu plus compliqué, donc ça a été fait notamment en Europe grâce à un texte qui s'appelle la taxonomie, dont vous avez peut-être entendu parler, qui liste la totalité des activités qui sont considérées comme vertes. Le but, c'est d'arriver à flécher les investissements vers ces activités pour les aider à se développer rapidement. Mais en faisant ça, du coup, on a rendu les autres industries un peu parias. Et donc, notamment l'industrie du pétrole et du gaz, des énergies fossiles, a été un peu mis au banc de l'investissement. Et c'est un vrai problème, parce que quand arrive la crise du Covid, on a d'un seul coup une très forte baisse de la consommation de pétrole. Avant la crise Covid, on approche les 100 millions de barils par jour de consommation de pétrole. Et avec ce mouvement visant à rendre nos économies plus propres, on a défavorisé l'investissement dans le secteur pétrolier et dans le secteur gazier. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, dès le début de la crise Covid, on pouvait voir qu'on allait droit vers une crise énergétique. J'ai eu l'occasion de le dire dans une interview à l'époque, en mai 2020. On préparait une crise énergétique pour après la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre ce que c'est qu'un champ pétrolier. C'est un truc un peu particulier. C'est une poche qui est sous la terre. Donc, grosso modo, vous imaginez une bouteille de coca qui est enterrée sous des tonnes et des tonnes de gravats. Donc, ça met de la pression sur cette bouteille. Et donc, pour faire une exploitation pétrolière, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une paille, on la plonge dans cette bouteille. Avec la pression, le pétrole remonte. Sauf que plus vous enlevez de pétrole de la poche, moins il y a de pression. Et donc, moins il y a de pétrole qui remonte. Ce que je viens de vous décrire, en quelques mots, ça s'appelle la déplétion naturelle. Et la production pétrolière, si on ne fait rien, tous les ans dans le monde, elle décroît d'à peu près 4 à 5%. Alors, vous dire 4 à 5%, c'est quoi ? C'est pas grand-chose. Ça veut dire que tous les 10 ans, elle baisse de 40 à 50%. Donc, ça veut dire que tous les 10 ans, il faut investir pour retrouver la production pétrolière de l'Arabie Saoudite, plus la Russie, plus les États-Unis, plus l'Iran, plus l'Irak, les 5 plus gros producteurs mondiaux. Donc, ça veut dire beaucoup d'argent. Combien beaucoup, si j'ose dire ? L'OPEP estimait fin 2015 qu'il faut investir chaque année pour garder une production constante de pétrole 630 milliards de dollars. Avec tous ces phénomènes réglementaires que j'ai évoqués visant à rendre l'économie plus propre, les pétroliers, ils ont bien compris le message et ils ont investi moins d'argent. Et donc, depuis 2016, on investit entre 400 et 450 milliards de dollars par an. Ce qui veut dire que naturellement, la production de pétrole va avoir tendance à baisser. Alors, ce n'est pas un problème vu qu'on veut faire une transition. Sauf qu'on n'a pas du tout saisi l'occasion du Covid, qui a été l'occasion d'une très forte baisse de la consommation de pétrole. Je vous rappelle qu'en 2020, le prix du pétrole aux États-Unis est même passé négatif. C'est-à-dire qu'on avait tellement trop de pétrole que les gens qui le produisaient étaient prêts à payer les clients pour qu'ils prennent leur pétrole. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais on est arrivé à cet extrême complètement ubuesque. Donc, on a tellement tout fait, on n'a pas saisi cette occasion, pour réagir et adapter notre consommation de pétrole. Moralité, aujourd'hui, on sort de cette crise du Covid
et on reprend exactement les mêmes habitudes qu'avant. Et donc cette année, en 2022, on devrait avoir un nouveau record de consommation de pétrole dans le monde. On devrait dépasser les 100 millions de barils qu'on a vus en 2019. Alors le problème, vous le comprenez bien, c'est que si on contraint l'offre et qu'en même temps on n'adapte pas la demande, au bout d'un moment, l'équation ne passe plus, puisque dans un marché, il faut que l'offre et la demande soient à l'équilibre sur les matières premières. Sinon, il n'y a qu'une seule manière de s'en sortir. Il faut faire monter les prix pour arriver à faire une des deux choses suivantes. Soit pousser les investisseurs à augmenter, pousser les producteurs à augmenter la production. En fait, la hausse des prix est une incitation à produire plus. Aujourd'hui, ça ne marche pas parce que toutes les contraintes que j'évoquais environnementales font que quand vous êtes Total et que vous faites un investissement dans le pétrole, ce sont des investissements qui portent généralement à 10 à 20 ans. Et qu'on vous explique dans le même temps que dans 20 ans, on ne veut plus utiliser le pétrole, vous vous posez des questions et vous hésitez franchement à investir. Donc, on a une baisse de l'investissement qui continue. Pendant le Covid, on est même tombé à 350 milliards, entre 300 et 350 milliards d'investissements par an. Et l'année suivante, en 2021, on est remonté à peu près 350-400 milliards. Donc, il en manque tous les ans un peu. Donc, la production s'effrite. Et puis, parallèlement à ça, on n'a pas du tout fait d'efforts sur la consommation. Donc, premier problème, on a mis en place les conditions pour avoir des prix du pétrole qui remontent avant même les problèmes de la crise russo-ukrainienne qu'on est en train de connaître. Et donc, je vous rappelle aussi une chose, le prix du pétrole, il n'a pas attendu la crise russo-ukrainienne pour monter. Juste avant la crise, il était à 90 $ le baril. Donc, il avait déjà énormément remonté. Je pense qu'il va falloir s'habituer à vivre, que le conflit entre la Russie et l'Ukraine se résolve rapidement ou pas, à vivre avec un prix du pétrole plus élevé parce que le manque d'investissement va porter pendant plusieurs années. Et même probablement jusqu'à la transition énergétique, parce que faire des investissements massifs dans ce secteur-là, en plus avec la pression des ONG que subissent les compagnies pétrolières, va être extrêmement difficile. Donc, on était déjà parti sur une base de prix des énergies très élevées. Alors, je parle du pétrole, mais on pourrait parler du gaz, qui est un peu dans la même situation aujourd'hui. On a pu cacher la misère pendant un moment parce qu'on a fait une découverte assez intéressante qui a permis d'augmenter la production facialement assez rapidement, qui sont les pétroles de schiste, les pétroles américains, donc qui sont des pétroles un peu différents. Je vous disais tout à l'heure, le pétrole, c'est une poche sous la terre. Le pétrole de schiste, c'est différent. C'est du pétrole qui n'a pas migré. En fait, le pétrole, c'est de la matière organique qui a été enterrée sous des tonnes de gravats et donc qui a chauffé à cause de la pression et qui s'est transformé en pétrole. Bon, ça a pris juste quelques dizaines de millions d'années. Et normalement, après, quand les roches sont poreuses, ce pétrole migre et puis finit par se rassembler dans une poche quand il atteint une roche qui n'est pas perméable ou qu'il atteint une fracture dans la roche. Le pétrole de schiste, c'est différent. C'est du pétrole qui était dans une couche de roche qui était imperméable. Donc, il n'a pas pu migrer. Donc, en fait, c'est une couche de roche géologique dans laquelle vous avez plein de petites poches de pétrole. Donc, la façon dont on l'exploite, c'est qu'on fait un trou jusqu'à la couche géologique qui nous intéresse. Ensuite, on fait un trou à l'horizontale. On envoie de l'eau sous pression pour casser la roche. Et donc, le pétrole vient dans le tuyau et on peut le récupérer. Et vous comprenez bien que ce sont des exploitations qui vont très vite. Une fois que vous avez ouvert les infractuosité, le pétrole s'écoule, mais au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc, en fait, un puits de pétrole, je vous disais, traditionnel, a une déplétion naturelle de 4 à 5% par an. Sur un puits de pétrole de schiste, vous perdez 70% de votre production au bout de 18 mois. Donc, ce sont des puits qu'il faut renouveler sans cesse. Donc, on a été dans une période très dynamique où les investisseurs ont beaucoup cru dans cette technologie, notamment aux États-Unis, ont beaucoup investi. Et donc, on a eu une production qui n'a cessé d'augmenter. Mais ces gens-là ne gagnaient pas d'argent à cause de la déplétion très rapide. Et donc, à partir de 2018, les investisseurs ont commencé à dire « ça suffit, maintenant, vous allez arrêter de faire de la productivité à tout crin et vous allez essayer de faire de la rentabilité ». Et donc, ils ont commencé à contraindre la progression de la production de ces pétroliers de schiste. Et donc là, on a commencé à voir vraiment l'impact du manque d'investissement dans la partie conventionnelle qui représente toujours 80 à 85% de la production globale de pétrole. Et on s'est retrouvé donc dans la situation où on est aujourd'hui. Arrive là-dessus la crise ukrainienne. Et là, on est dans une situation très compliquée parce que la Russie est l'un des plus gros producteurs de pétrole, aujourd'hui le troisième producteur de pétrole. Et en achetant le pétrole russe, eh bien, on finance en partie la guerre des Russes contre les Ukrainiens. Donc on essaye de se mettre d'accord
pour ne plus acheter de pétrole russe. Mais on a beaucoup de difficultés à faire ça parce que les pays européens dépendent énormément de la Russie pour leur approvisionnement en pétrole. Et se passer du pétrole russe, aujourd'hui, le pétrole russe, c'est à peu près 10 millions de barils de production par jour. Je vous ai dit, la consommation, c'est 100 millions, donc ça fait à peu près 10% du marché. Et ils en exportent à peu près 6 à 7 millions par jour. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on se passe de 6 à 7% de la production mondiale. Alors, deux options. Soit on met la Russie au banc de la société, et à ce moment-là, ces 6 à 7 millions ne trouvent plus preneur. Et donc, à ce moment-là, on a un marché qui est complètement déséquilibré et des prix qui s'envolent. Soit nous, on dit qu'on n'achète plus et on ferme un peu les yeux, on laisse d'autres les acheter, les raffiner, parce qu'une fois que le pétrole est raffiné, il n'y a pas marqué Russie dessus. Hein. Donc, une fois que le pétrole est raffiné quelque part, si on achète de l'essence, on n'a pas moyen de savoir si elle a été faite avec du pétrole russe ou avec du pétrole américain. Donc, ça serait un peu fallacieux, mais je crois qu'on n'aura pas trop le choix parce que se passer du pétrole russe aujourd'hui est extrêmement compliqué. Sur le gaz, c'est encore plus difficile. 40% du gaz en Europe vient de Russie. Et vous en avez peut-être entendu parler, Poutine a d'ailleurs commencé à essayer d'utiliser un peu ça comme une arme en arrêtant les exportations de gaz vers un certain nombre de pays européens, parce qu'il a demandé, justement pour nous compliquer la vie, qu'on achète le gaz russe en roubles, ce qu'on a refusé de faire. Donc il a commencé à couper certains pays pour mettre la pression. Aujourd'hui, sans le gaz russe, on ne sait pas faire. Faut être très clair. L'État essaye d'être très rassurant et vous dit oui, on va se passer du gaz russe à horizon 2 ans et d'ici la fin de l'année, on aura très fortement réduit nos importations parce qu'on va importer du gaz d'autre part. Il n'y a que deux façons d'importer du gaz dans un pays. La première, c'est des gazoducs, c'est des tuyaux. La deuxième, c'est des bateaux. Le problème, c'est que les bateaux, il n'y en a pas des milliards pour transporter du gaz. Parce que pour transporter du gaz, il faut d'abord, comme ça prend beaucoup de place, il faut le compresser pour le liquéfier. D'abord, ça coûte très cher. Ensuite, il faut des bateaux spéciaux pour le transporter. Et puis, une fois qu'il arrive à destination, il faut une installation pour regazéifier ce gaz. Et puis, il faut les tuyaux derrière pour ramener le gaz vers les points de consommation. Bon, aujourd'hui, au niveau bateau, on a à peu près ce qu'il faut. Au niveau terminaux de liquéfaction dans les pays vendeurs, on a à peu près ce qu'il faut aussi parce que ces pays s'étaient mis en ordre de marche pour pouvoir vendre une partie de leur gaz de cette façon-là. Mais si on augmente les besoins, il faudra développer des nouveaux terminaux. Ces nouveaux terminaux ne se construisent pas comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que quand je vous dis que l'État est peut-être un peu trop optimiste dans sa lecture de la situation, Patrick Pouyanné, le patron de Total, en a parlé il y a quelques temps, et dit, moi c'est simple, vous me demandez de résoudre le problème du gaz russe, vous me laissez 3 ans, je sais faire. Vous me demandez de le faire demain matin, il n'y a pas de solution. Parce que, donc d'abord, il faut avoir ces terminaux de regazéification. Première chose, en Europe, on en a quand même pas mal. Donc, en termes de capacité, on peut s'en sortir, mais il faut bien comprendre que si les bateaux viennent vers l'Europe, ils ne viennent plus vers l'Asie. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une compétition pour l'achat de ce gaz et donc probablement une hausse du prix. Après, on a un deuxième problème en Europe, ce sont les tuyaux. C'est que le gaz, naturellement, il vient, alors pour vous, il vient de Russie et il va vers l'Europe. Donc, il va d'est en ouest. La totalité des terminaux de gaz liquéfié, enfin de regazéification de gaz liquéfié, se situe sur la façade ouest de l'Europe. En Espagne, en France, au Royaume-Uni essentiellement. Et le problème, c'est qu'on n'a pas du tout mis en place l'infrastructure réseau de gazoducs suffisante pour augmenter considérablement les envois de gaz depuis ces terminaux vers l'est de l'Europe. Et ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas régler en 2 jours. Je prends un exemple. En Espagne, il y a des gros terminaux gaziers, mais les tuyaux qui passent les Pyrénées pour aller vers la France sont tout petits et ils sont vieux. Donc, même si on a une solution technique pour ramener ce gaz en Europe, après, le ramener vers les points de consommation est extrêmement compliqué. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que le prix des énergies fossiles risque de rester élevé très longtemps. Probablement jusqu'au moment où on va commencer à vraiment se défaire de la dépendance aux énergies fossiles. Et je vais en reparler, ce n'est pas si facile que ça. Pour vous donner une synthèse de tout ça, Patrick Pouyanné, encore lui, le patron de Total, en a parlé en début d'année dans une lettre interne chez Total. Il expliquait que selon lui, compte tenu du manque d'investissement de ces dernières années,
En 2025, il manquerait 10 millions de barils par jour de pétrole sur le marché. Donc sur un marché qui consomme 100 millions de barils par jour. Alors, il faut être très clair, hein, s'il manque 10 millions de barils par jour en 2025, ça ne va pas nous tomber dessus en 2025. Le 1er janvier 2025, il manque 10 millions, avant, il ne manque rien. Ça va être progressif. Donc, ça veut dire qu'en 2024, il manquera probablement 6 à 8 millions de barils et qu'en 2023, il manquera déjà 3 à 4 millions de barils. 2023, c'est l'année prochaine. Et encore une fois, on n'a qu'une solution quand on a un manque, un déséquilibre entre l'offre et la demande sur une matière première, c'est de faire monter le prix, enfin quand il y a trop de demandes, pour faire donc soit inciter les producteurs à augmenter leur production, soit détruire de la demande en faisant que le produit est trop cher et que les gens décident de ne plus le consommer. Donc en gros, faire monter le prix du pétrole suffisamment pour que les gens arrêtent de prendre leur voiture. Le problème, c'est que vient de s'ajouter là-dessus une problématique sociale et que les États, pour éviter d'avoir des soulèvements type gilets jaunes, sont obligés de mettre en place des mesures d'atténuation. Ces mesures d'atténuation, c'est par exemple la mesure qui a été prise par le gouvernement sur le gaz de bouclier tarifaire ou sur le pétrole de baisse des tarifs à la pompe d'une quinzaine ou d'une vingtaine de centimes. Le problème, c'est que ça envoie un mauvais signal. C'est-à-dire que ça ne vous pousse pas à réduire votre consommation puisqu'on vous aide, on vous subventionne pour pouvoir continuer à consommer des énergies. Et donc ça va trouver ses limites ou alors ça va coûter très cher à l'État. Mais en tout état de cause, le prix du pétrole et le prix du gaz risquent de rester élevés très longtemps. Alors jusqu'à quand? Jusqu'au moment où on aura réussi à se sevrer de pétrole. Et c'est le troisième enjeu vraiment important qu'on a devant nous, c'est cette transition énergétique dont on parle beaucoup, mais qu'on n'a pas vraiment commencé, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, pour comprendre ce que je veux dire quand je dis qu'on n'a pas commencé, au milieu des années 90, il y a le protocole de Kyoto, on commence à avoir des preuves scientifiques formelles montrant l'impact de l'activité humaine sur le réchauffement climatique. Donc, pour rappel, un réchauffement climatique, il est lié à l'augmentation de la concentration dans l'air de gaz à effet de serre. C'est quoi un gaz à effet de serre? C'est un gaz qui contient au moins 3 atomes, ce qui fait qu'il laisse passer les rayonnements du Soleil dans un sens, et dans l'autre sens, ces gaz triatomiques empêchent les rayonnements solaires de repartir, puisque le rayonnement de la Terre n'est pas sur les mêmes fréquences, et donc capte la chaleur. Et donc, il y a un effet de serre. C'est très connu depuis très longtemps. Ça a été prouvé par Fourier en 1824. On va bientôt être aux 200 ans de preuve de l'effet de serre. Et donc, le GIEC aujourd'hui, qui est le groupement intergouvernemental d'experts du climat, a rendu plusieurs rapports qui ont confirmé ce qui était déjà pressenti au milieu des années 90, c'est qu'il y a aujourd'hui de façon certaine un réchauffement climatique et que de façon certaine, ce réchauffement climatique est lié à l'activité humaine et notamment aux émissions de CO2 et à la combustion d'énergie fossile. Alors je vous le disais, depuis cette période-là, on est au courant, malgré tout, depuis 1995, tous les ans, y compris pendant la crise financière de 2008, y compris pendant la crise du Covid, la concentration en CO2 dans l'atmosphère a augmenté tous les ans. Donc, on a bien compris le problème, mais on continue à foncer tout droit vers le mur. Et je vais même être plus grave que ça. Depuis 1990, on a émis 50% de toutes les émissions de CO2 qu'on a émis depuis le début de l'ère pré-industrielle. Donc, on accélère en fait vers le mur. C'est un vrai sujet de préoccupation. Donc, on a commencé à mettre en place quelques mesures, mais pour bien vous faire comprendre, je vais vous donner quelques chiffres, pour bien vous faire comprendre à quel point on est loin du compte. En 2020, le monde est frappé par la plus grande pandémie depuis au moins un siècle, la crise Covid. Et sur l'année 2020, les émissions de CO2 sur la planète baissent de 6%, ce qui n'empêche pas la concentration dans l'atmosphère de continuer à augmenter. Elle baisse de 6%. Bon. Selon l'ONU, si on veut respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré en 2100, il faudrait que entre aujourd'hui et 2030, les émissions de CO2 baissent chaque année de 7,6%. Donc en gros, il nous faudrait un impact sur la consommation et donc un impact sur l'économie
de l'ordre d'un Covid tous les ans en cumulant tous les Covid précédents. Hein. Voilà l'ampleur de la tâche qu'on a à accomplir. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Parce qu'on parle toujours de transition énergétique. On n'a jamais fait de transition énergétique. Il faut être très clair. À l'ère pré-industrielle, on utilisait essentiellement le bois. Et puis, on a découvert le charbon. Et ce n'est pas parce qu'on a découvert le charbon qu'on a arrêté de consommer du bois. Et puis ensuite, on a découvert le gaz. Et ce n'est pas parce qu'on a découvert du gaz qu'on a arrêté d'utiliser le charbon et le bois. Et puis, on a découvert le pétrole. Et ce n'est pas parce qu'on a découvert le pétrole qu'on a arrêté d'utiliser le gaz, le charbon et le bois. On a procédé par accumulation énergétique. Et c'est ce qui nous a permis de construire la société dans laquelle on est, parce que le pétrole est une énergie fabuleuse. Enfin, les énergies fossiles sont des énergies fabuleuses parce qu'elles sont disponibles en grande quantité. Elles sont libres, elles sont dans le sol. On n'a pas besoin de les produire. Et elles sont extrêmement denses en énergie. Ça veut dire quoi, extrêmement dense en énergie? Dans 1 litre de pétrole, une bouteille d'1 litre de minéral, vous mettez 1 litre de pétrole là-dedans, vous avez 10 kWh d'énergie. C'est quoi 10 kWh d'énergie? Un ouvrier agricole qui fait une longue journée de travail dans les champs avec ses bras, qui fait 12 heures de travail au champ avec ses bras, consomme 0,05 kWh. Donc, dans 1 litre de pétrole, vous avez l'énergie que vous avez dans les bras de 200 agriculteurs qui font une longue journée de travail au champ. Voilà pourquoi notre économie a pu se développer comme elle a pu se développer et comment on a pu avoir la croissance économique qu'on a connue depuis l'ère pré-industrielle. Donc, se passer de cette énergie est extrêmement difficile et va demander des efforts absolument considérables. Ce qui va nous amener à un autre problème. Alors, pour l'instant, je parle surtout des énergies. Après, on pourra parler un petit peu des autres matières premières, mais vous allez voir, je vais parler déjà des métaux. Donc, il va falloir complètement revoir notre façon de produire de l'énergie. Donc, on avait l'habitude d'avoir du pétrole à volonté, du gaz à volonté, du charbon à volonté. Il va falloir qu'on se passe au moins du gaz et du pétrole. Alors, pour vous donner un petit peu, là encore, les ordres de grandeur de ce que ça veut dire, il y a une agence qui s'appelle l'Agence internationale à l'énergie, qui est un organisme qui a été créé par les pays de l'OCDE après les crises pétrolières des années 70 pour les conseiller dans leur politique énergétique. Et l'Agence internationale à l'énergie a fait l'année dernière un rapport qui a fait pas mal de bruit, qui s'appelait Net Zero by 2050, a Roadmap to Neutrality. Donc, dans lequel l'agence essaye de donner, c'était dans le cadre de la COP26, ça avait été commandé par les organisateurs de la COP26, qui a eu lieu à Glasgow, pour essayer de tracer la feuille de route de ce que nous avons à faire si nous voulons respecter les accords que nous avons nous-mêmes pris en 2015 dans l'accord de Paris. Donc, l'objectif, c'est d'être net zéro émission de CO2 en 2050. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'il faut se débarrasser du pétrole et du charbon. Alors, pour ça, on a plusieurs outils à notre disponibilité. On a le nucléaire, mais le nucléaire, c'est compliqué, ça fait peur à un certain nombre de pays, c'est controversé, il y a la problématique des déchets. Donc, on peut compter en partie sur le nucléaire, mais ça ne pourra pas être la majorité de l'énergie qu'on va consommer demain. Même si je pense que ça fait partie de la solution, on pourra en reparler si vous voulez. Et à côté de ça, il y a quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, ce sont les énergies renouvelables. L'éolien, le solaire et l'hydraulique. En Europe, il faut savoir que le potentiel hydraulique est quand même plutôt bien utilisé et donc il n'y a plus beaucoup de potentiel de développement. Aux États-Unis aussi, pour vous donner un ordre d'idée, depuis 1870 aux États-Unis, on a construit en moyenne un barrage par semaine. Ils ont bien exploité le potentiel hydraulique. Donc, il faut développer ces énergies. Alors, il faut les développer comment? Parce que vous pourriez vous dire, mais oui, on a commencé à beaucoup développer, on en parle beaucoup dans la presse, il y a énormément de projets, mais là encore, il faut revenir à des ordres de grandeur. L'Agence internationale à l'énergie dit dans son rapport, en 2020, on a installé un record de capacité solaire dans le monde de 130 gigawatts. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais pour vous donner un ordre de comparaison, une centrale nucléaire, un réacteur nucléaire, ça a une puissance d'à peu près 1 gigawatt. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 130 centrales nucléaires. Bon, après, il y a des problèmes de production qui ne sont pas du tout dans le même ordre de grandeur, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, c'est beaucoup. L'Agence internationale à l'énergie dit, si on est sérieux et qu'on veut respecter l'accord de Paris, en fait, entre aujourd'hui et 2030, ce qu'il faut installer dans le monde,
chaque année, c'est 620 gigawatts, c'est-à-dire quasiment 5 fois plus. Et l'Agence internationale de l'énergie précise ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'entre aujourd'hui et 2030, il faut installer dans le monde, en moyenne chaque jour, j'ai bien dit chaque jour, l'équivalent de la plus grosse centrale solaire actuellement en activité. Beau challenge. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse sans aucun doute. Et la crise ukrainienne est venue rajouter de la pression à tout ça parce qu'on s'est rendu compte qu'en plus, nos fournisseurs habituels d'énergie fossile n'étaient pas fiables. Et donc, il allait falloir s'en passer, quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire. Et donc, il va falloir accélérer la transition énergétique et donc se tenir sans doute à cette ligne de conduite. Il y a d'ailleurs eu hier un article qui est sorti. A priori, il y a eu une suite sur un projet de texte européen qui viserait à augmenter les objectifs de développement des énergies renouvelables en Europe à horizon 2030. J'ai envie de dire que si on commençait déjà par faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, ça serait déjà pas mal, mais on a envie de devenir encore plus ambitieux. On a à peu près le même ordre de grandeur, un petit peu moins sur l'énergie éolienne. Alors désolé, je vais revenir à mon dada, les matières premières. C'est qu'on oublie quand même un peu un truc dans tout ça. C'est que je suis désolé de vous le dire, mais on ne fabrique pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fabrique de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il a une existence physique. Il est fait avec des matières premières et notamment avec des métaux. Et ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est qu'il faut avoir conscience que faire la transition énergétique, c'est transformer notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Donc les hommes politiques qui vous expliquent que le vent et le soleil sont disponibles à volonté sur le territoire français et donc faire une transition énergétique, ça nous permettra d'atteindre l'indépendance. À moyen terme, c'est peut-être vrai. À court terme, ce n'est pas vrai. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des mines en France, on n'en a pas beaucoup. Donc, sur ce sujet, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Varin, que vous connaissez peut-être, qui était ancien patron de Peugeot Citroën et le patron de France Industrie, qui a été mandaté par le président de la République pour faire un rapport sur la criticité des métaux, justement, parce qu'on a commencé à prendre conscience de ce problème. Il a remis son rapport en début d'année et les conclusions de ce rapport, alors le rapport n'a pas été publié, parce qu'il a été jugé contenant des informations trop sensibles, donc il n'a pas été publié. Mais Philippe Varin a été auditionné par le Sénat, si vous voulez, ça se trouve facilement sur Internet, et il a expliqué les grandes lignes de son rapport. Les deux punchlines que je retiendrai de ce rapport, la première, c'est le monde de demain sera sans carbone, mais pas sans métaux. Et la deuxième, c'est la dépendance de l'Europe à son approvisionnement en métaux est de 70%, la dépendance de la France est de 100%. Donc, l'indépendance énergétique, je veux bien, mais à un horizon, on va dire, d'une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il va falloir construire ces éoliennes et ces panneaux solaires. Et donc, on n'a pas de métaux. Il va falloir les importer. Donc, on est très dépendant de l'étranger. Une fois qu'on aura atteint à peu près 20 ans, on aura les premiers panneaux solaires à démanteler, les premières éoliennes à démanteler. Et si on met en place les filières de recyclage qui vont bien, on pourra faire du recyclage et donc avoir une certaine autonomie. Mais la question qui se pose, c'est comment on gère les 20 prochaines années. Et là, on a peu de solutions. Alors, on parle de quoi, là encore, comme enjeu? Je vais vous donner quelques exemples, d'abord génériques et puis plus spécifiques sur certains métaux. Dans une voiture électrique, aujourd'hui, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Dans un panneau solaire, vous avez du cuivre, vous avez de l'argent, vous avez de l'aluminium. Donc, tous ces besoins vont devoir être satisfaits par des importations de métaux. Mais il y a tout de suite une question qui se pose. La première question, c'est est-ce qu'on a assez de métaux pour faire face à ces besoins? Je vais prendre un exemple, qui est l'exemple du nickel. Le nickel est un métal qui a aujourd'hui une utilité. Alors, il n'est pas utilisé dans beaucoup de technologies bas carbone, mais il est utilisé dans une technologie sur laquelle on compte beaucoup, c'est la voiture électrique. Les meilleures batteries, parce qu'elles donnent le plus d'autonomie, sont des batteries qui contiennent du nickel. D'accord ? Donc, on a besoin de nickel pour développer la mobilité bas carbone.
Aujourd'hui, dans le monde, on produit à peu près 2 millions de tonnes de nickel par an. 2 millions de tonnes. Et en fait, il faut que je sois plus spécifique. On produit 1 million de tonnes de nickel de très grande qualité, dit de classe 1, pur à 99,8%, et 1 million de tonnes de nickel de moindre qualité. Pour faire des batteries, il faut du nickel de classe 1. Donc, on en produit 1 million de tonnes par an aujourd'hui. Selon la Commission européenne, pour la mobilité électrique seule, en 2040, il nous faudra chaque année 2 600 000 tonnes de nickel de classe 1. C'est-à-dire 2,6 fois ce qu'on produit aujourd'hui dans le monde. Alors, on pourrait se dire, oui, d'accord, on va essayer peut-être d'utiliser un peu moins de nickel pour d'autres trucs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 75% du nickel qui est utilisé dans le monde sert à faire une seule chose, fabriquer de l'acier. Or, pour développer les énergies renouvelables, il va aussi falloir de l'acier. La consommation d'acier est prévue en hausse dans les 2 décennies qui viennent. Donc, on ne pourra pas baisser ces aspects-là. Donc, ça pose tout de suite 2 questions. La première, est-ce qu'on a assez de métaux? C'est ce que j'appelle la taille du réservoir. Est-ce que dans la planète, on a assez de métaux à disposition pour pouvoir réaliser cette transition? Sinon, il faut qu'on cherche autre chose. Alors, la réponse est plutôt rassurante et la réponse est oui. Quand on regarde, dans le domaine des matières premières, il y a 2 notions importantes qui sont très différentes et qu'il faut bien avoir en tête. C'est la notion de ressources et de réserves. Les ressources, c'est grosso modo sur la base d'estimations faites à partir d'échantillonnage et des données des compagnies minières. On est capable d'estimer la concentration moyenne de la surface terrestre dans chacun des métaux. Et donc, on est capable de donner un ultime recouvrable de chaque métaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ressources. C'est combien on pourra trouver au maximum de chaque métal. Donc là-dessus, c'est plutôt rassurant. On a, dans la croûte terrestre, assez de chacun des métaux nécessaires à la transition pour réaliser cette transition. Bonne nouvelle. Mais se pose un deuxième problème derrière. C'est le problème de la taille du robinet. À quelle vitesse je vais pouvoir sortir ces métaux de sous la terre? Et là, on a un vrai problème de temporalité, parce que même si demain, on voulait augmenter considérablement la production des métaux, il faut avoir en tête qu'on n'ouvre pas une mine en claquant des doigts. Pour créer une nouvelle mine, il faut entre 5 et 7 ans dans le monde et 10 ans en Europe. Donc, la question qui se pose, c'est comment on gère les 10 prochaines années. Et là, on a des vraies inquiétudes, parce que si je prends l'exemple d'un autre métal, le cuivre, il y a un organisme en France qui s'appelle l'IFPEN, que vous connaissez peut-être, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui travaille sur toutes ces questions énergétiques. Et dans cet institut, il y a une équipe qui a été montée par un monsieur qui s'appelle Emmanuel H., qui est économiste, spécialiste des matières premières, et qui a développé un modèle avec ses équipes pour essayer d'estimer l'évolution de la consommation qu'on pourrait avoir en fonction des scénarios climatiques de transition énergétique qu'on voudrait mettre en place. Sur le cuivre, il explique par exemple que si on veut réaliser la transition énergétique et qu'on veut rester sous les 2 degrés, même pas les 1,5 degré, sous les 2 degrés, et qu'on a un taux de recyclage quand même assez élevé de 43%. C'est-à-dire 43% du cuivre qu'on utiliserait, on le recyclerait. C'est beaucoup, parce que quand vous mettez du cuivre dans une éolienne, l'éolienne, elle est en fonctionnement pour 25 à 30 ans, plus le temps de la démanteler, c'est-à-dire que le cuivre, il ne revient pas sur le marché avant 35 ans. Quand vous mettez du cuivre dans votre maison, il est bloqué pour 50 à 70 ans. D'accord? Donc 43%, c'est déjà un taux plutôt élevé. Eh bien, l'équipe d'Emmanuel H arrive à la conclusion qu'en 2050, on aura consommé 90% des réserves actuellement prouvées de cuivre. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'ai parlé des ressources, qui sont l'ultime recouvrable. Ne paniquez pas, on est au rez-de-chaussée, il n'y a pas de fenêtre, tout va bien. On va s'en sortir, parce qu'en fait, j'ai parlé là cette fois-ci non pas de ressources, mais de réserves. La réserve, dans les matières premières, c'est la part des ressources qui est aujourd'hui récupérable techniquement et économiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix de ces matières premières augmente, l'équation économique change et donc on peut aller récupérer plus de cette matière première. Et donc le niveau des réserves augmente. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de problème si le prix de ces matières premières monte. Et donc, quand on parle d'aujourd'hui, quand on entend certaines banques centrales parler d'inflation qui serait transitoire, je me pose des questions. Alors, je ne suis pas le seul à me poser des questions, visiblement, parce qu'il y a un autre petit organisme que vous connaissez peut-être qui s'appelle le FMI, le Fonds monétaire international,
qui a fait une étude sur le sujet, qui a été publiée en octobre 2021. Vous pouvez la retrouver facilement sur Internet. Vous tapez IMF en anglais, Report, et Energy Transition Metals. C'est le nom du rapport. Dans ce rapport, le FMI lui a essayé de faire un autre exercice que celui d'Emmanuel H. à l'IFPEN. Ils ne sont pas attachés à la quantité de métaux, ils sont attachés au prix des métaux. Ils ont essayé de modéliser ce que pourrait devenir le prix des métaux à l'avenir si on fait la transition énergétique. Ils ont étudié 4 métaux qu'ils ont considérés critiques pour la transition énergétique. Le lithium, le cobalt et le nickel, qui sont les 3 métaux indispensables pour les batteries, et le cuivre, qui est indispensable à peu près toutes les technologies bas carbone. On en a besoin dans les panneaux solaires, on en a besoin dans les éoliennes, on en a besoin pour rénover le réseau, on en a besoin dans les chargeurs de voitures électriques, on en a besoin dans les voitures électriques, donc on en a besoin partout. La conclusion du FMI, le rapport n'est pas long en plus, hein, donc allez-y, franchement, c'est très instructif. La conclusion du FMI, écrite noir sur blanc, est la suivante. Sur les 3 premiers métaux, le lithium, le cobalt et le nickel, à horizon 2030, c'est-à-dire dans 8 ans, je vous laisserai faire la composition des intérêts pour avoir une vague idée de ce dont on parle. Je vous rappelle qu'on est dans un monde où les taux d'intérêt sont à 0, voire négatifs. Le FMI estime que ces 3 premiers métaux devraient connaître une appréciation de leur prix de, je cite, quelques centaines de pourcents, et le prix du cuivre devrait progresser de 60%. Et le FMI d'ajouter, attention, ces estimations sont conservatrices. Si on se trompe, le risque il est à la hausse. Et d'ajouter, pour terminer, le risque à l'inverse de voir le prix de ces métaux baisser est quasi inexistant. Voilà la contrainte qui va être la nôtre. Donc on a une contrainte sur la partie énergie fossile dont on n'est pas encore sorti, dont on a beaucoup de mal à se passer parce que, je vous le disais, c'est une énergie qui est très concentrée et donc qui est très facile à utiliser, ce qui est très pratique hein, d'un point de vue économique. Et donc, sur laquelle on a contraint la production alors qu'on n'arrive pas à baisser notre consommation. Et puis de l'autre côté, on va devoir accélérer sur la partie transition énergétique. Et là, on a besoin de métaux. Et aujourd'hui, on ne s'est pas du tout préparé à tout ça. Alors, si je parle de préparation, c'est extrêmement important. Le rapport Varin était vraiment un point de départ, je pense, de la réflexion. Le gouvernement Macron et Barbara Pompili, à la suite de ce rapport, ont annoncé un certain nombre de mesures. Bon, on a commencé par les mesures bateaux habituelles, du type mise en place d'un chargé interministériel pour coordonner tout le monde pour que les choses aillent plus vite. Okay. On a annoncé aussi la mise en place d'un fonds avec un partenariat public-privé qui est en train de se mettre en place d'1 milliard d'euros avec l'objectif d'investir dans la chaîne de production de matières premières pour pouvoir essayer de devenir un peu plus indépendant. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que je le disais, on ne produit pas de métaux en France. Le problème qu'on a en plus, c'est qu'on ne s'est pas occupé de cette question jusqu'à maintenant. Et dans la diplomatie qui a été développée par les pays européens et par la France en particulier, ces dernières décennies, on s'est surtout focalisé sur nos besoins en pétrole. Et donc, on a construit notre diplomatie, en tout cas autour des matières premières, autour de nos besoins en énergie fossile. Or, les pays qui produisent des énergies fossiles ne sont pas les pays qui produisent des métaux. Et donc, il faut qu'on repense notre diplomatie. Je vais prendre quelques exemples. Quid de nos rapports avec le Chili? Le Chili est le plus gros producteur de cuivre au monde. Le Chili vient d'élire un gouvernement très à gauche qui est en train d'essayer de limiter le développement minier, ou en tout cas d'obtenir une quote-part plus importante du développement minier. Quid de nos relations avec la République démocratique du Congo? Alors, la République démocratique du Congo, c'est un tout petit pays, sauf qu'on n'a pas de bol. Ils ont 65% des réserves prouvées planétaires de cobalt. Il y a un métal indispensable pour faire la voiture électrique. Bon, en plus, on a un problème, c'est que le Congo n'est pas un pays qui est forcément très réputé pour la haute qualité de ses standards en termes d'environnement, sociaux et de gouvernance. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment on va gérer ce sujet-là. Quid de nos relations avec la Chine? La Chine est aujourd'hui producteur et raffineur de quasiment 100% des terres rares. Alors, les terres rares sont pas, d'abord, elles ne sont pas rares. Ce ne sont pas des terres, ce sont des métaux. Et on pourrait se passer de la Chine. Mais encore une fois, il faut mettre tout ça en place. Juste pour mémoire, si vous avez l'occasion, je vous invite à lire le livre d'un ami qui s'appelle Guillaume Pitron, qui a écrit un livre qui s'appelle La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et écologique, qui est sorti en 2018, je crois, et qui a fait un carton. Dans son bouquin, il explique qu'en 1980, le plus gros acteur mondial sur le marché des terres rares était un petit pays qui s'appelle la France.
La France raffinait 50% des terres rares du monde, à côté de La Rochelle. C'était Ron Poulin qui faisait ça. Simplement, c'était sale, c'était moins cher de le faire en Chine, et donc on a décidé d'arrêter. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de terres rares, c'est qu'on a préféré délocaliser la pollution ailleurs. Voilà, et on a laissé faire les Chinois. Bon, maintenant, il faut qu'on fasse avec ça. Ils produisent 90 à 100% de la plupart des terres rares. Les Américains sont en train de redévelopper des gisements de terres rares parce qu'encore une fois, il y en a un peu partout sur la planète, donc ce n'est pas vraiment rare, mais il faut se donner la peine d'aller les chercher. Ça peut coûter plus cher chez nous que de le faire en Chine. La Chine est également responsable de 40 à 70% du raffinage du cobalt, du lithium et du cuivre dans le monde. Quid de nos relations diplomatiques avec la Chine, qui ne sont pas toujours évidentes. Et c'est en plus une question sur laquelle on a pris beaucoup de retard, parce que la Chine, elle, je vous ai dit, au début des années 2000, a connu une très forte poussée de la consommation de métaux à cause de l'émergence de sa classe moyenne, et donc a commencé à se poser ces questions-là. Alors je pense qu'il y a un autre sujet, c'est plus une analyse personnelle, mais qui, à mon avis, a du sens. C'est que si vous regardez le gouvernement chinois, plus de 90% du gouvernement chinois est composé d'ingénieurs. Xi Jinping a un diplôme de géologue. Le dernier président ingénieur en France, c'était Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Depuis, on n'a eu que des technocrates. Et vous pouvez inventer ce que vous voulez. Je pense qu'un technocrate et un ingénieur ne règlent pas les problèmes de la même façon. Ce n'est pas une critique, hein, c'est juste qu'ils ne règlent pas les problèmes de la même façon. Et en plus, il y a certains présidents par le passé qui ont voulu avoir une présidence normale et qui ont décidé d'avoir de moins en moins d'ingénieurs dans les ministères. Donc, c'est aujourd'hui, on le voit bien sur un certain nombre de questions techniques. Vous avez quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui appelle régulièrement à ce qu'il y ait une formation des hommes politiques sur les questions de transition énergétique pour que au moins ces gens-là sachent de quoi ils parlent. Et on en est encore très très loin. Quand on voit les erreurs qui ont pu être commises, notamment autour du nucléaire, c'est une vraie question. Tout ça pour dire quoi? Oui, donc on n'a pas du tout préparé ce problème. Et aujourd'hui, il nous arrive en pleine figure. Et si j'essaye de conclure, je ne sais pas si... Oui, je suis dans les temps. Si j'essaye de conclure un peu sur tout ça, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut avoir conscience que le monde qui s'ouvre sera très différent du monde qu'on a connu depuis 20 ans, notamment autour des matières premières, parce que on est en train de connaître un vrai bouleversement. Le fait de vouloir se passer du pétrole va, a priori, dans un premier temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pousser les prix à la hausse et non pas les pousser à la baisse, ce qui va mettre des pressions inflationnistes. Le fait d'avoir à faire cette transition énergétique et en plus de l'accélérer compte tenu des nouvelles contraintes à cause de la Russie, alors j'en ai pas parlé, mais la Russie est aussi un gros producteur de métaux, va sans doute nous amener à une très forte inflation sur le prix des métaux. J'en ai pas parlé, mais on n'est aussi pas très bien sur le plan des matières premières agricoles. Alors, d'abord parce qu'il y a le réchauffement climatique et qu'il y a un certain nombre de zones où il y a des problèmes qui s'accumulent depuis plusieurs années. Donc, on avait des stocks qui étaient assez bas. L'année dernière, il y a eu une très mauvaise récolte sur un certain nombre d'oléagineux, notamment au Canada. On a eu un peu d'incidents climatiques un peu partout. Donc, on avait des stocks assez bas. Et cette année, on a une année qui est très compliquée parce qu'on a d'abord des incidents météo. Aux États-Unis, on a une très forte sécheresse. En Chine, on a eu des pluies diluviennes au moment des semis, ce qui a perturbé les semis, qui pourrait réduire la production. Et on s'attend à un été très chaud en Europe qui pourrait peut-être aussi amputer les récoltes. Dans le même temps, côté consommateur, on a des pays qui sont touchés par des sécheresses historiques. Le Maroc, qui est un gros importateur de blé, est touché par une sécheresse historique. L'Algérie aussi est dans une situation compliquée. L'Égypte, qui est le plus gros importateur de blé au monde, parce que ça sert de base à leur alimentation pour le pain et pour la semoule, est dans une situation potentiellement délicate parce que, en même temps, l'un des plus gros exportateurs, enfin, la plus grosse zone d'exportation de blé au monde, c'est le bassin mer Noire, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie. Or, les ports ukrainiens sont fermés. Vous avez 30% de l'orge fourragère, 10% du maïs, 20% du tournesol qui sont cultivés dans l'est de l'Ukraine. Vous voyez, l'est de l'Ukraine, le Donbass, tout ça. Donc, comment vous faites des récoltes dans un pays qui est en guerre? C'est très compliqué. Comme les exportations sont bloquées, les silos sont pleins. Donc, on va faire la récolte, mais où est-ce qu'on va mettre ce blé? On ne sait pas. Les bateaux, de toute façon, même si on rouvrait les ports,
Il n'y a aucun assureur qui veut assurer les bateaux. Parce qu'il y a un bateau de Cargill qui, dans les premiers jours de la guerre, s'est pris un obus. Donc, autant vous dire que les assureurs, ils disent, moi, c'est hors de question que j'assure les bateaux qui vont dans cette zone-là. Donc, on a des vraies craintes. Et la FAO, qui est la branche de l'ONU qui s'occupe des questions agricoles, est très inquiète sur des potentielles famines. Je vous rappellerai juste qu'en 2011, il y a eu quelque chose qu'on a appelé les printemps arabes. Les printemps arabes ont commencé par une explosion des matières premières agricoles. Quand les prix des matières premières agricoles augmentent dans ces pays, ça a tout de suite beaucoup d'impact et ça génère beaucoup d'instabilité sociale. Donc on craint d'énormes révoltes dans un certain nombre de pays. Et on a, malheureusement, sur ce sujet-là, pas beaucoup de solutions à proposer, à part des aides internationales. Pourrait s'ajouter à ce problème le fait que la Russie a annoncé qu'ils envisageaient de réduire leurs exportations pour limiter l'inflation chez eux. Et s'ajoute là-dessus un autre problème, comme quoi tout est lié, qui vient vraiment rendre l'équation encore plus noire sur les matières premières agricoles. Juste pour rappel, hein, le prix, je vous dis, en 2011, on a connu des émeutes de la faim et une grosse instabilité sociale. Le prix du blé aujourd'hui en France est au-dessus du prix auquel il était en 2011. Le prix du blé aujourd'hui en France a doublé par rapport au prix de l'année dernière. Donc on est vraiment dans une situation de tension des prix extrême. Donc on a vraiment un gros risque d'instabilité et donc vient s'ajouter à ça un autre problème qui est lié à l'énergie. Alors, parce qu'il faut de l'énergie pour récolter, parce qu'il faut faire marcher les tracteurs malgré tout, il faut faire marcher les machines pour mettre tout ça en stock, mais surtout, parce que pour faire des récoltes, il faut des engrais. Et les engrais, la plupart des engrais sont des engrais qui sont faits à base d'azote. Et l'azote est fait à partir d'hydrogène. Et aujourd'hui, l'hydrogène est fait à partir de gaz naturel. Et le problème, c'est que comme le prix du gaz naturel s'est envolé avec la crise ukrainienne, le prix des engrais a été multiplié par 3 ces derniers mois. Et donc, quand vous êtes agriculteur et que le prix des engrais fait x3, vous mettez moins d'engrais dans vos récoltes. Et donc, le potentiel de récolte est potentiellement réduit. Et donc, ça peut avoir un impact en plus sur la quantité qu'on aura disponible. Donc, plein de facteurs qui sont plutôt à avoir en tête parce qu'ils ont un impact, à mon avis, sur l'inflation qui est potentiellement beaucoup plus durable que ce qu'anticipent un certain nombre d'acteurs aujourd'hui. J'ajouterais pour terminer une chose, c'est que la transition énergétique est absolument indispensable. Il faut la faire. La seule chose dont on est sûr, c'est que ne pas faire la transition énergétique coûtera encore plus cher que de faire la transition énergétique. Mais faire la transition énergétique, je reprends le document de l'Agence internationale de l'énergie que j'évoquais tout à l'heure, ça veut dire qu'aujourd'hui, on investit 1 300 milliards de dollars par an dans le système énergétique. D'ici 2030, selon l'Agence internationale de l'énergie, il faudrait investir 4 200 milliards de dollars par an dans le système énergétique. Donc, c'est colossal. Donc, ça veut dire que les États vont devoir intervenir. Et donc, ça a aussi un impact pour les entreprises et pour l'économie en général. C'est qu'il va falloir que les taux restent bas pour financer tout ça. Sinon, la dette publique va devenir ingérable parce que les intérêts vont devenir beaucoup trop forts et donc on n'arrivera pas à gérer ça. Mais l'autre problème que je voulais évoquer avec vous, c'est que la transition énergétique veut aussi dire, j'en parlais tout à l'heure, passer d'une énergie très dense, qui est l'énergie fossile, et essentiellement le pétrole, à une énergie beaucoup moins dense, que sont les énergies renouvelables. Et passer d'une énergie très dense à une énergie moins dense, ça coûte cher. Après, les énergies renouvelables ont plein d'avantages, mais elles ont un inconvénient, c'est qu'elles sont dites fatales en physique, elles sont dites intermittentes dans le langage commun, ça veut dire qu'elles ne fonctionnent pas tout le temps. Et donc, quand on installe des énergies renouvelables, il faut prévoir une solution de backup à côté. Des batteries, une centrale à gaz, une centrale nucléaire, ce que vous voulez, mais il faut prévoir, il se passe quoi la nuit? Je vais vous donner un exemple. Le moment où on consomme le plus d'électricité en Europe, c'est l'hiver, à 19 h quand les gens rentrent chez eux. Il ne vous aura pas échappé que l'hiver, à 19 h quand les gens rentrent chez eux, il fait nuit. Donc, le soleil, on oublie. Ce qui vous aura peut-être échappé, c'est que l'hiver, à 19 h quand il fait très froid, c'est généralement qu'il fait très beau. Parce que les nuages, c'est de la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Donc, ça retient la chaleur près du sol. Donc, les journées de grand froid, généralement l'hiver, sont des belles journées. Le problème, c'est que quand on a une belle journée, généralement, on a un anticyclone. Et quand on a un anticyclone, on n'a pas de vent. Donc, le moment où on consomme le plus d'électricité, c'est un moment où il n'y a pas de vent et pas de soleil. Donc, il faut prévoir des solutions de backup. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir un coût supplémentaire
Donc, la transition énergétique est nécessaire, mais il ne faut pas mentir aux gens, elle va être inflationniste. Donc, tout ça pour vous expliquer que les matières premières vont sans doute rester au centre des préoccupations, parce que si j'ai raison et que les énergies fossiles voient leur prix rester élevé pendant longtemps, ça va poser des problématiques sociales, parce que la transition énergétique va coûter cher et que ça va probablement poser des problématiques sociales. Je prendrai un seul exemple. Carlos Tavares, le patron de Peugeot, en parle beaucoup. Tout le monde ne peut pas se payer une voiture électrique. Aujourd'hui, une voiture électrique, c'est beaucoup plus cher toujours qu'une voiture thermique. Et vous comprendrez bien que si j'ai raison et que le prix des métaux monte, le prix des batteries va monter, et donc le prix des voitures, il ne va pas baisser. Donc, il va falloir que l'État mette en place des mesures redistributives pour aider les ménages les plus modestes à pouvoir s'approvisionner sur ce type de véhicule. Voilà, donc une image qui n'est pas forcément très optimiste, mais je reste optimiste, soyons très clairs. Mais optimiste, ça ne veut pas dire optimiste, mais raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience des problèmes si on veut pouvoir les résoudre et donc trouver des solutions. Et donc aujourd'hui, tout ça m'amène à dire qu'il faut repenser notre diplomatie, repenser notre ingénierie, penser tout de suite le recyclage pour se rendre le plus vite possible indépendant, mais que dans un premier temps, la phase qui est devant nous pour les 5 à 10 prochaines années est une phase d'investissement très lourd qui va avoir un impact économique en nécessitant des taux qui restent bas, ce qui va avoir un impact fort sur la gestion de l'épargne notamment, et également un impact sur la vie des entreprises, un, par ce coût de l'argent, et deux, par le coût des matières premières. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ces sujets-là. Je crois qu'il y a un micro s'il y a des questions éventuellement. Est-ce qu'il est allumé? C'est de l'autre côté. Investissement sur le nucléaire ou extinction des feux sur le nucléaire. Et je voulais avoir un peu ta position sur ce sujet. Alors, ma position sur ce sujet, elle est relativement claire. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se passer d'une bonne idée, et notamment d'une idée bas carbone. Le nucléaire pose des problèmes. Il y a un risque d'accident et il y a la problématique des déchets. Alors, sur le risque d'accident, première chose, produire de l'électricité, c'est dangereux. C'est dangereux, mais par tout moyen. Si on regarde aujourd'hui les statistiques qui ont été publiées par un journal médical sérieux, reconnu mondialement, et qu'on regarde les statistiques, l'électricité nucléaire est l'électricité qui tue le moins de personnes par mégawattheure produit, en incluant les accidents nucléaires, en incluant Tchernobyl, en incluant Three Mile Island, en incluant Fukushima. Entre parenthèses, je vous invite à vous renseigner si vous en doutez, l'accident nucléaire de Fukushima n'a fait qu'un mort par radiation. Et il n'y aura pas d'impact sur la population japonaise visible dans les statistiques du fait de Fukushima. Les relâchements de radioactivité ont été assez faibles. C'est disponible sur Internet. Il y a une branche des Nations Unies qui s'appelle l'UNSCEAR, qui a pour but d'étudier ces phénomènes-là et qui procède exactement comme le GIEC. Ils ne font pas de recherche, ils font une synthèse de l'ensemble des papiers de recherche qui ont été publiés dans le monde et ils disent ce que dit la science. Ce n'est pas eux qui donnent leur avis. Ils disent, voilà, on a regardé tous les papiers de recherche et la science dit que le nombre de morts à Fukushima, c'était 0. Alors c'est 1 parce qu'il y a un type, un des Japonais qui est intervenu au tout début et qui n'a pas respecté les consignes de sécurité, qui a développé un cancer et qui est mort. Mais sinon, disent, on ne verra pas dans les statistiques à long terme du Japon d'impact de l'accident de Fukushima. Tchernobyl, évidemment, il y a eu beaucoup de morts. Three Mile Island, il y a eu 0 mort. C'est les 3 accidents qu'on a connus. Mais il faut avoir, donc, c'est l'électricité qui tue le moins par mégawattheure produit. Première chose. Deuxième chose, produire de l'électricité, c'est dangereux, je le disais. On se pose la question, le nucléaire, c'est dangereux, donc on ferme le nucléaire. Très bien. Bon. Est-ce que quelqu'un ici est pour la fermeture de l'hydraulique? Des barrages? Non? Personne? Bon. Il y a, dans le Jura, un barrage qui s'appelle le barrage de Vouglan. Ce barrage est un peu vieillissant, et donc il y a eu des inquiétudes.
tout barrage dans le monde, quand il est construit, doit faire l'objet d'un plan catastrophe, donc, avec différents niveaux, rupture partielle de la voûte, rupture totale de la voûte, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Vous voyez où est le Jura, vous voyez où est Lyon. C'est bien qu'on fasse ça ici aujourd'hui. Si le barrage de Vouglan cède, selon le plan catastrophe, il y aura une vague de 6 mètres dans les rues de Lyon. C'est un peu dangereux quand même. Je ne suis pas expert, mais je pense que c'est un peu dangereux. Donc, produire de l'électricité, c'est dangereux. Voilà. Donc, il faut le danger et le risque, c'est deux choses différentes. Et un danger, enfin, un risque, ça se mesure et on peut mettre en place des éléments pour gérer ce risque. C'est d'ailleurs exactement ce que fait EDF en ce moment. Il y a 56 réacteurs encore en activité nucléaire en France. Il y en a aujourd'hui 28 ou 29 qui sont arrêtés. Ils sont arrêtés parce qu'un réseau secondaire de secours présente des fissures, des potentielles fissures sur un tuyau qui ramène cette eau au réacteur en cas d'urgence. Donc pas dans le fonctionnement normal. Donc en fait, dans le nucléaire, on tolère le zéro défaut. Voilà, on tolère aucun défaut. Et donc, si on gère correctement ce risque, on peut arriver à utiliser l'énergie nucléaire, qui présente par ailleurs plein d'avantages, et notamment celui d'être là aussi une énergie très dense, même encore plus dense que le pétrole, et qui présente aussi un autre avantage. Il y a un téléphone qui sonne, ce n'est pas le mien. Qui présente aussi un autre avantage, c'est qu'on a beaucoup de fournisseurs pour faire marcher le nucléaire. Il y a beaucoup de producteurs d'uranium. Il faut de l'uranium. Il y a beaucoup de producteurs d'uranium, et notamment un certain nombre de pays amis, l'Australie, le Canada. Le Kazakhstan est aujourd'hui le plus gros producteur, mais l'Australie pourrait le dépasser si les cours de l'uranium venaient à monter. Donc, on a des possibilités d'approvisionnement multiples. Et puis, sur la question des déchets, je ne suis pas ingénieur, mais je lis beaucoup de papiers sur ce sujet, et les ingénieurs vous disent aujourd'hui, stocker les déchets nucléaires, on sait faire. Et je vais vous donner un exemple en comparaison. On veut les enfouir, faire un enfouissement profond, dans un endroit qui est prévu, qui est dans des couches argileuses qui n'ont pas bougé depuis plusieurs centaines de milliers d'années, les enfermer dans des containers où ils seraient coulés dans du verre, puis mis dans de l'acier, dans une caverne qui serait recouverte elle-même d'acier. Donc avant que le truc sorte, il faut quand même s'accrocher. Mais bon, ok, admettons que ça soit dangereux et donc qu'il ne faille pas le faire. Aujourd'hui, dans les processus industriels, on utilise de l'arsenic, on utilise du mercure. En Allemagne, qui est très opposée au nucléaire, cet arsenic et ce mercure, qui, eux, ne verront jamais leur dangerosité diminuer. Hein. Jamais. D'accord ? Comment ils le stockent? En enfouissement profond dans des cavernes. Voilà. Donc, les scientifiques disent aujourd'hui, sur la base de toutes les études qu'on a faites, et ce n'est pas seulement en France, hein, partout dans le monde, on est en train d'opter pour cette solution, on sait gérer durablement les déchets nucléaires. Donc, pour moi, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, se passer du nucléaire, c'est une énorme balle dans le pied qu'on se tirerait, parce que c'est une énergie bas carbone qu'on peut développer, alors pas partout, mais qu'on peut développer et qui nous permettrait de compléter les énergies renouvelables qui sont donc intermittentes. Si on ne complète pas avec du nucléaire, quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil, bah, il faut utiliser soit du stockage, donc c'est beaucoup de métaux pour faire des batteries, soit une centrale à gaz, soit une centrale à charbon. Aujourd'hui, je vous donne un exemple pour que vous voyez bien de quoi je parle. En Allemagne, au début des années 2000, je précise, hein, ils ont décidé de faire la transition énergétique vers les énergies bas carbone, bien avant Fukushima. C'est décidé en 2002 de mémoire. Simplement, au moment de Fukushima, Angela Merkel utilise cet événement pour aller en difficulté politiquement. Elle utilise cet argument pour accélérer la transition énergétique et pour couper l'herbe sous le pied des écologistes, pour garder le pouvoir. Mais la transition est décidée bien avant. En 2002, au moment où c'est décidé, l'Allemagne a une capacité de production d'énergie de 100 gigawatts. Ça ne vous parle pas forcément, mais retenez ce chiffre. Elle avait 100, c'est facile. Depuis, ils ont développé 100 gigawatts d'énergie renouvelable. D'après vous, combien d'énergie? Donc, ils avaient à l'époque 100 gigawatts d'énergie, ce qu'on appelle pilotable, donc des centrales à gaz, des centrales à charbon, des centrales nucléaires et de l'hydraulique. Des trucs, vous appuyez sur un bouton, il y a du courant. Ils ont développé depuis 100 gigawatts de renouvelables. D'après vous, combien il leur reste d'énergie pilotable?
Combien ils ont pu en enlever? Bon, je vais vous donner la réponse parce que le format s'y prête pas vraiment à des réponses. Il leur reste 100 gigawatts de pilotables. Ils n'ont rien pu enlever. Alors, ces énergies pilotables ne fonctionnent pas tout le temps, mais elles doivent être là parce que si à un moment, il n'y a pas de vent, pas de soleil et qu'on a besoin de beaucoup d'électricité, il faut pouvoir tout rallumer. Il y a un autre problème qui vient s'ajouter à ça, c'est que les dernières études montrent qu'une centrale à gaz, c'est fait pour être optimisée en fonctionnement continu et le fait de l'éteindre et de l'allumer régulièrement, ça augmente les émissions de CO2 et les émissions de NOx, qui sont deux gaz à effet de serre. Donc, c'est en plus pas très performant. Donc, sans le nucléaire, je vois mal comment on arrive à tenir nos objectifs climatiques. Question concernant la finance et la finance responsable. Comment on peut imaginer une finance qui puisse financer sur un horizon 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec un retour sur investissement quand même assez limité, parce qu'on parle de transition énergétique, si on ne crée pas, il n'y a pas de la création de valeur en tant que telle. Donc, quel pourrait être le rôle de la finance? Alors, le rôle de la finance, il est extrêmement important, et en particulier sur l'aspect que j'évoquais, et c'est un point important que vous soulevez, qui est l'aspect des besoins en ressources. Et c'est un élément que j'évoque depuis un petit moment, et Philippe Varin en a parlé aussi dans son rapport et dans son audition au Sénat. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, les matières premières sont considérées comme quelque chose de polluant. D'accord ? Et donc, les métaux, notamment, ne sont pas considérés comme verts. Et donc, les métaux, aujourd'hui, ne sont pas inclus, ni les compagnies minières, dans la taxonomie, qui est ce texte qui définit quelles sont les activités vertes ou pas vertes. Donc, je pense que la première chose qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait intégrer cette activité dans la taxonomie. Alors, on peut le mettre sous condition, comme ça a été fait sur le gaz, hein, à la demande des Allemands, c'est dire on intègre le secteur minier, mais pour tel métal, il ne faut pas émettre plus de tant de tonnes de CO2 par tonne produite, etc., etc. Donc, on peut mettre des limites. Mais il faut absolument le faire parce que sinon, la finance va rester à côté de ces investissements. Alors, pour revenir sur la problématique de la pollution, juste pour vous donner un ordre d'idée, les énergies fossiles sont responsables aujourd'hui de 70% des émissions de CO2 de la planète. L'industrie minière et la production de métal, enfin de métaux dans leur ensemble est responsable, toutes émissions confondues, de ce qu'on appelle le scope 1 jusqu'au scope 3, donc les émissions liées à l'utilisation de ces métaux, sont responsables de 11% des émissions de CO2 de la planète. Donc avec ces 11% des émissions de CO2 de la planète, on peut se débarrasser des 70% d'émissions liées aux fossiles. C'est pas aussi simple que ça. Vous allez me dire, on va falloir qu'on augmente la production de métaux. Oui, mais on sait aussi baisser les émissions de CO2 et assez facilement d'ailleurs de la production de métaux. Donc, on devrait pouvoir arriver à rester sur ces niveaux-là. Donc, c'est vraiment important. Donc, le rôle de la finance, il va être essentiel, mais il faut le faciliter, notamment en intégrant ces secteurs dans le domaine, dans la taxonomie, et après, en ayant une finance qui est pragmatique. Il y a aujourd'hui, au niveau de la démarche environnementale, beaucoup de pression qui est mise sur le secteur financier par les ONG. C'est très bien parce que ça nous oblige à progresser, certes, mais je vais vous donner deux éléments qui montrent qu'il faut être pragmatique dans cette démarche. Si on écoute les ONG, aujourd'hui, il faut sortir Total de tous les portefeuilles d'investissement. J'ai une conviction personnelle, Total sera demain un des géants mondiaux des énergies renouvelables. Donc, si on sort Total des portefeuilles, comment Total va pouvoir financer cette transition? Alors, Total ne va pas assez loin, ne va pas assez vite, je suis d'accord, c'est un vrai problème. Ça m'amène au deuxième aspect. C'est qu'aujourd'hui, les ONG demandent aux entreprises d'investissement de sortir de ces valeurs polluantes. C'est la dernière chose à faire. On l'a vu dans le domaine du charbon et dans le domaine du pétrole, il y a eu énormément de désinvestissements qui sont faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ont accepté de payer plus pour emprunter de l'argent. Résultat, ils ont trouvé des financements sur le marché non coté, sur le marché du private equity. Et aujourd'hui, le private equity sur le pétrole et sur le charbon explose. Donc en fait, on a rendu le financement de ces sociétés complètement opaque. Quel rôle peut jouer la finance? S'organiser pour rester dans le capital de ces entreprises et faire de l'engagement. Aller aux assemblées générales, déposer des résolutions et obliger ces gens-là à changer. Et là, la finance a un autre enjeu majeur,
c'est une problématique de gouvernance. Je vais prendre un exemple. Total, aujourd'hui, est une société très importante en France. Elle a des banques. Aujourd'hui, beaucoup de ces banques ne sont pas prêtes à aller déposer des résolutions contre Total, de peur des représailles. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on trouve un moyen pour ces sociétés d'arriver à passer outre ces intérêts privés, peut-être par des actions de place, peut-être par des actions publiques poussant dans ce sens-là, pour amener ces entreprises, enfin ces sociétés d'investissement à rester au capital de ces entreprises et à utiliser leur pouvoir d'actionnaire. C'est extrêmement important. Je propose de rester là parce que le temps passe. Et merci beaucoup, c'est absolument passionnant et on pourrait passer énormément de temps. Oui, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps. Mais merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous.